S'entraîner lourd entraîne une chose avec certitude, tu vas devenir beaucoup plus fort. Alors dans des sports comme l'haltérophilie ou le powerlifting, où là le but de ces sports c'est de soulever le plus lourd possible, en haltéro tu dois soulever le plus lourd possible à l'arraché, au snatch et à l'épaulé jeté, au clean and jerk. Pour le powerlifting, la force athlétique, tu dois soulever le plus lourd possible sur 3 mouvements, le développé couché, le bench press, le squat et le deadlift, le soulevé de terre. En plus de tous ces sports de force, tu as aussi plein d'avantages à être plus fort en préparation physique. Donc soulever lourd, ça a l'air vraiment très très cool. Mais s'entraîner lourd sur le long terme, avec une récupération médiocre, il y a un prix à payer. En fait, il y a 3 prix à payer. Tu risques 3 choses en faisant ça. Limiter la récupération musculaire, avoir des perturbations psychologiques et des perturbations hormonales. Tout ça entraînant potentiellement une chose, entraînant la diminution de tes performances. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, ça peut même aller jusqu'à la blessure. Donc, tout ça nous amène à la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entraîner avec efficacité en mettant moins lourd? Une étude coréenne publiée en décembre 2023 répond à cette question en faisant pour la première fois au monde, à ma connaissance, 2 choses exceptionnelles. Un recrutement d'athlètes de très haut niveau en haltérophilie, conjointement mené à un entraînement de 8 semaines. Donc là, ils n'ont pas pris des Mickey pour faire cette étude. 18 haltérophiles de haut niveau, moyenne d'âge 20 ans, poids de corps 86 kg, record moyen à l'arraché 123 kg, record moyen à l'épaulé jeté 169 kg et record en squat 212 kg. Et les squats en haltérophilie, c'est pas des quarts de squat de toto. 3 types d'entraînements différents. Un groupe lourd avec peu de reps, un groupe léger avec plus de reps et un groupe mixte qui venait piquer aux 2 premiers groupes. Dans le groupe lourd, on faisait progressivement de 60 à 90% de une répétition max, des récup de 1 à 3 minutes. Dans le groupe léger, progressivement, on passait de 30 à 60% de 1 RM, des récup plus courtes de 30 secondes à 1 minute 30. Je ne rentre pas dans les exercices parce que ce sont des exercices spécifiques à l'haltéro. Donc c'est un peu jargonnant. Ceux qui ne connaissent pas en profondeur l'haltéro vont rien comprendre. Et en plus, pour les applications pratiques de cette super étude coréenne, pas besoin de rentrer dans le détail des exercices, le pourquoi du comment des exos. Rappelez-vous, ce sont des haltérophiles de haut niveau. Beaucoup de résultats présentés dans l'étude, je fais le tri pour vous. Je veux qu'on parle ensemble du résultat sur la force maximale en squat. Rappelez-vous, ce sont des haltérophiles de haut niveau. Ils ont un max au squat de 212 kg en moyenne. Donc, c'est du très très solide. Alors, le résultat est vachement surprenant. Les 3 modalités produisent des progrès en squat, mais pas de différence entre le groupe lourd, léger et le groupe combiné, le groupe mixte. Surprenant, non? Second et dernier résultat, les marqueurs des dommages musculaires étaient inférieurs pour le groupe léger, ce qui induit potentiellement une meilleure récupération musculaire. Donc c'est quand même une dinguerie le résultat. Qu'on s'entraîne lourd ou léger sur 8 semaines quand on est haltérophile de haut niveau, il n'y a pas de différence sur les progrès sur la force max en squat, mais pour le groupe léger, on a les marqueurs des dommages musculaires inférieurs. Ça secoue quand même, je trouve, bien le cocotier ce résultat. Première limite de cette étude, l'effectif. Alors là, 18 athlètes de haut niveau, c'est pas si facile que ça à trouver. Mais ça n'empêche que on ne peut pas généraliser, universaliser ce résultat avec seulement 18 haltérophiles, qui plus est masculins. Pourquoi il n'y a pas de femmes? On se demande. Peut-être que les auteurs pensent que les hommes soulèvent des poids lourds et les femmes font des cours collectifs. Je ne sais pas. Je n'espère pas. Plus sérieusement, autre limite, très bizarre. Dans tout l'article, je ne l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez, vous dites-le moi. Je mets l'article dans le commentaire épinglé tout en haut sous cette vidéo. L'article complet, il est en libre accès. Pas moyen de trouver le protocole, c'est-à-dire nombre de séries et nombre de reps, on ne sait pas. Pas très très grave, parce qu'on a compris le principe, du lourd ou du léger, moins de reps, plus de reps. Mais quand même, quand on dit plus de reps, c'est combien? Donc 2 limites à cette étude qui est quand même très très cool, parce qu'elle va aller chercher des athlètes qui envoient la purée sous les barres. Faut-il alors arrêter de s'entraîner lourd quand on est haltérophile, powerlifter ou quand on veut développer sa force maximale? Surtout pas.
j'ai quelque chose à vous dire. Gardez à l'esprit la chose suivante. Les haltérophiles, l'écrasante majorité de leur préparation, ils font déjà du lourd. Donc quand on leur propose quelque chose de léger, je soupçonne vraiment qu'ils surcompensent d'un coup parce qu'ils ont une possibilité peut-être de relâcher le pied sur l'intensité et ça les fait progresser à mon avis comme ça. Mais ça ne dure que 8 semaines. Si on se mettait à transformer l'entraînement lourd d'habitude en 100% d'entraînement léger, ça serait évidemment une catastrophe. Mais là, rien ne dit qu'on doit faire ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, qu'est-ce que je vous dis? Parce que ce ne sont pas du tout les mots des auteurs. Eh bien, il faut planifier, programmer, organiser tout ça en cycle. Alors, des façons d'organiser les cycles, il y en a plein les livres, plein Internet. Prenons juste ce qu'ont fait les auteurs pour voir comment on pourrait organiser les 3 groupes finalement en 3 cycles. Si on voulait faire une planification linéaire, donc quelque chose où on augmente progressivement les charges, quelque chose d'assez simple mais qui fonctionne très bien quand même, eh bien on pourrait se dire pendant X semaines, on fait un premier bloc d'entraînement léger avec pas mal de reps. Ensuite, quelque chose de combiné avec à la fois des charges légères qu'on vient de voir et aussi des charges un peu plus lourdes qui vont arriver plein pot sur le 3e cycle où là on mettra du lourd et peu de répétitions. Donc comme ça, le système nerveux, le système ostéo-articulaire a aussi le temps de se préparer progressivement à subir les charges, puisqu'on passe de léger, mixte, lourd, et peut-être que là, c'est la solution pour avoir le meilleur des 2 mondes. En tout cas, c'est une proposition. Une autre proposition, ça serait aussi d'avoir une programmation, une organisation des cycles d'une façon moins linéaire, ce qu'on appelle du non-linéaire. On a aussi les possibilités d'avoir des organisations ondulatoires, ondulantes. Je ne vais pas tout développer ici. Je l'ai déjà fait beaucoup lorsque j'ai été invité à l'INSEP, le centre d'entraînement des athlètes de haut niveau, pour parler de mon expérience accumulée pendant 20 ans auprès d'athlètes de haut niveau. Aux Jeux Olympiques de Paris, chez nous en 2024, j'aurai ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. Donc toute cette expérience, je la partage dans cette vidéo réalisée à l'INSEP. Pendant 40 minutes, je détaille les différents modèles de périodisation, d'organisation en cycle. Vous devez voir apparaître quelque part cette vidéo-là. Allez voir cette vidéo si vous voulez profondément vous plonger dans l'organisation passionnante des différents cycles d'entraînement. Ah oui, j'allais oublier, si vous en avez marre de voir des vidéos, vous pouvez aussi cliquer sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir ma newsletter tous les mardis qui s'intitule La Pépite. J'y partage aussi, cette fois-ci sous forme de texte, mon expérience accumulée, comme je vous le disais, pendant plus de 20 ans au plus haut niveau mondial. C'est vous qui choisissez.